Comme toujours, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Une réunion tripartite s'est tenue en mi-février entre les premiers ministres de la Guinée, du Mali et du Burkina. C'était à Ouagadougou. Les trois pays sont présentement dirigés par des pouvoirs de transition à la suite de coups d'État militaires. D'ailleurs, l'objectif de cette union des forces est de mener des initiatives communes pour la levée des suspensions de la CEDEAO, mais aussi de partager ensemble une série de projets communs. Quel impact de cette mutualisation des forces entre le Mali, le Burkina et la Guinée? Quelle attitude de l'instance sous-régionale face à ce front commun ouest-africain? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief au Nigeria, le congrès des progressistes APC est sorti vainqueur de la présidentielle de février dernier. Selon la commission électorale, le vainqueur Bola Tinubu a d'ailleurs appelé ses rivaux à travailler ensemble. Ces derniers, Atiku Abubakar et Obi Peter, ont contesté les résultats issus du scrutin. Quel défi du nouveau président nigérian pour redresser une économie dégradée et une situation sécuritaire difficile? Bola Tinubu saura-t-il faire retrouver au Nigeria son statut de leader sur le plan politique et diplomatique sur le continent africain? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daoud. Merci également à votre co-débatteur, M. Abdoukarim Diakhaté, journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci Karim d'être à nouveau avec nous. Merci Daouda. Et je reste d'ailleurs avec vous, M. Diakhaté. Quelle lecture déjà faites-vous de ce front commun aujourd'hui entre le Mali, le Burkina et la Guinée? Écoutez, je pense que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont quand même en commun le fait d'être d'abord des pays en transition, des États membres de la CEDEAO, qui ont effectivement actuellement une évolution politique similaire. Ce sont des pays donc qui ont donc une transition militaire à leur tête. Par conséquent, il est évident que du point de vue des suspensions de la CEDEAO, il y a comme une sorte de projet commun pour mettre ensemble donc certaines initiatives et éventuellement demander aux différentes organisations communautaires comme la CEDEAO et l'Union africaine de revenir un peu sur les décisions qui ont été prises à leur égard. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce front commun, si l'on peut dire? C'est en fait ce qu'on peut considérer, c'est que ce sont des États qui ont pensé qu'en dehors de leur souveraineté, ils ont le droit également d'avoir des aspirations communes par rapport un peu à leur évolution même politique et économique. Par conséquent, de ce point de vue-là, il faudra s'attendre à ce que la CEDEAO également, de son côté, revoie un peu sa manière de procéder par rapport donc à ces États, dans la mesure où effectivement, depuis que ces suspensions sont menées, on a vu qu'il y a comme un bouclier, en tout cas autour de certains peuples, pour réclamer un peu plus d'ouverture, en tout cas par rapport à une certaine situation politique. Mais pensez-vous que le fait de se mettre en commun aujourd'hui avec ces trois pays, est-ce que cela peut avoir un réel impact aujourd'hui face à l'attitude de l'instance sous-régionale? Je veux bien sûr parler de la CEDEAO. Oui, en fait, les différents chefs de diplomatie ont parlé d'initiatives communes. Qu'est-ce que ce terme, qu'est-ce que ce concept recouvre? Je pense que c'est pour déjà aller d'une même voie et réclamer un peu plus, disons, en tout cas au plan communautaire, un peu plus de présence. Parce que quelque part, ces pays considèrent que la CEDEAO a été un peu très loin dans la définition quand même des directives qu'on a données à ces transitions-là. Si l'on prend le cas du Mali, par exemple, par rapport au contexte sécuritaire que ce pays a traversé, certains ont pensé que la CEDEAO n'avait pas mis en place tout ce qu'il fallait pour éventuellement régler ces problèmes. Par conséquent, le Burkina Faso également s'y est ajouté avec la situation que l'on voit, et la Guinée, qui n'était pas un peu concernée, est venue un peu aussi aller dans le même sens. Parce que quelque part, ces pays considèrent que la CEDEAO n'a pas tellement mis tout ce qu'il fallait pour les aider un peu à juguler donc cette menace sécuritaire. Par conséquent, il est de leur droit, effectivement, compte tenu de leur souveraineté, on l'a dit, de réclamer un peu plus de présence dans l'organisation communautaire.
Mais Cheikh, la CEDEAO était-elle dans ces dispositions-là aujourd'hui d'aider ces pays à faire face à la menace terroriste? Et si l'on sait qu'il y avait déjà une organisation qui regroupe en tout cas des pays qui sont aussi membres de cette CEDEAO, et cette organisation semblait être mieux placée, je veux parler du G5 Sahel. Oui, mais le Mali a quitté le G5 Sahel. Non, c'était bien avant. Je parle du fait que les Maliens aujourd'hui ou les Burkinabés n'ont pas trop senti le soutien de la CEDEAO, bien avant même ces coups d'État, quand ils faisaient face aujourd'hui, bien même s'ils font toujours face en tout cas à cette menace terroriste, mais quand aujourd'hui ils ont commencé à faire face à cette menace terroriste, ils n'ont pas senti ce soutien de la CEDEAO. Je disais que est-ce que la CEDEAO est dans les dispositions ou était dans les dispositions si l'on sait qu'il y avait déjà le G5 Sahel aussi qui avait cette mission-là? Effectivement, par rapport à cette situation, cette rencontre tripartite entre le Mali, le Burkina et la Guinée, je pense que ce qui en découle de cette rencontre, c'était tout simplement d'essayer de faire pression sur la CEDEAO pour vraiment enlever les sanctions, les suspensions concernant ces trois pays-là sur le plan diplomatique, mais aussi le partenariat qu'essaie de nouer ces pays-là, c'est pour un peu aller à l'encontre peut-être, je dirais, de la CEDEAO. Parce que sur le plan économique, ces trois pays ont prévu plusieurs accords, que ce soit sur le plan du corridor Bamako-Conakry et d'autres, j'en passe, que ce soit sur l'exploitation des ressources minières et d'autres aussi. Donc tout cela montre qu'il y a une certaine partenariat qui est en train de se développer. Certes, pour l'instant, ce n'est pas encore concrète, mais cette partenariat-là est en train... Et c'est surtout parce que ces trois premiers ministres-là aujourd'hui n'ont pas donné assez de détails par rapport à cet accord ou par rapport à ce qu'ils veulent faire au sein de cette unité-là ou bien de cette mise en commun de leurs forces. Effectivement. Et ces trois pays ont un problème en commun, c'est-à-dire la sécurité. Et on sait que le Sahel est assez déstabilisé actuellement. La plupart de ces États, que ce soit le Burkina et le Mali, je dis que l'État n'est pas présent dans le maillage du territoire. Donc au Mali, on sait que dans le nord Mali, il y a l'absence peut-être de l'État. Au Burkina aussi, on sait que dans certaines zones, l'État n'est pas présent. Donc on sait que ces trois pays-là ont en commun un problème sécuritaire. Peut-être la Guinée échappe un peu à ce problème lié au terrorisme-là. Mais il y a un an de cela, je pense que c'était même sur ce plateau, je parlais de sécurité collective. Donc il est assez important que ce soit même la CEDEAO ou ces pays africains puissent se réunir et essayer de définir une politique sécuritaire collective. Parce que la CEDEAO ne vient pas en assistance militaire pour essayer d'aider ces pays-là concernant le problème sécuritaire. L'organisation continentale aussi, l'Union africaine, avec sa force d'attente ou ses autres forces-là... Mais dernièrement, la CEDEAO a annoncé aujourd'hui le lancement de la force antiterroriste, aujourd'hui de la région ouest africaine, une force antiterroriste et une force anti-putsch aussi. Oui, la CEDEAO et l'Union africaine ont toujours annoncé des lancements de forces, mais ces forces-là n'ont jamais été brandies au niveau malien, concernant surtout le terrorisme. Je ne parle pas du Libéria ou ces autres pays-là, mais pour le cas de ces, parce que le terrorisme n'est pas lié à ces guerres conventionnelles ou à cette guerre contre un groupuscule de rebelles ou comme ça. Les terroristes, leurs moyens d'action sont multiples. C'est le même cas au Nigeria, donc avec Boko Haram. Donc au niveau de cette zone-là, que ce soit le Mali et le Burkina, les terroristes, ils bougent dans le Sahel. Donc le Sahel est assez difficile à contrôler. De ce fait, la CEDEAO n'a pas assez de moyens. Ça, il faut que ça soit clair. La CEDEAO, sur le plan économique et sur le plan militaire, ces pays-là, que ce soit le Sénégal ou les autres pays qui se regroupent au niveau de la CEDEAO, n'ont pas assez de moyens logistiques et militaires pour faire face à ces terroristes-là. Donc au-delà même des moyens logistiques, des moyens financiers, est-ce que cette asymétrie aujourd'hui de la menace ne rend pas davantage difficile la tâche, que ce soit à la CEDEAO ou bien même à ces pays qui font face à la menace terroriste? C'est vrai, ça rend difficile cette tâche, mais dès lors que ces États-là essaient de se regrouper et essaient de voir cette menace en face et de mettre en place des politiques sécuritaires assez importantes face à ces menaces terroristes-là, je pense qu'ils vont le réussir. Je ne dis pas que le Mali, le Burkina et la Guinée vont nécessairement réussir leur politique-là, mais il est assez important aussi de souligner qu'au moins ils ont essayé de mettre en place des secteurs où ils vont converger officiellement, mais aussi de manière efficace aussi pour lutter contre ces groupuscules-là. Parce qu'on sait que l'Afrique de l'Ouest, si on ne fait pas face à ce problème sécuritaire-là, tôt ou tard, nos États vont être déstabilisés. Que ce soit les États stables, les États qui pensent qu'ils sont démocratiques ou qui pensent qu'ils ne vont pas avoir à faire face à ces forces terroristes-là, mais il est important que ces États puissent se réunir et vraiment mettre un cadre assez concret qui va leur permettre de faire face à ces forces-là.
Et cette déstabilisation commence dans certains pays aujourd'hui où il y a certaines parties du territoire aujourd'hui qui ne sont même pas contrôlées par ces États, qui sont contrôlés par ces groupes armés ou groupes terroristes. Karim, au début, beaucoup pensaient à un projet aujourd'hui de fédération entre le Mali d'abord et la Guinée, le Mali et le Burkina plutôt, surtout suite à l'appel du Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, quand il a demandé aujourd'hui en visite au Mali, quand il a demandé à son homologue malien de mettre sur pied aujourd'hui une fédération entre les deux. Est-ce une façon également pour le Mali et le Burkina de mieux faire face à la menace terroriste? Bon, écoutez, cette idée, effectivement, émise par le ministre burkinabé Apollinaire, donc, effectivement, participe un peu de cette, en tout cas, de ce besoin pour les deux pays d'être beaucoup plus rapprochés pour éventuellement mener de manière conjointe une lutte plus efficace contre le terrorisme. C'est vrai qu'ils étaient encore dans un cadre qu'on appelait le G5 Sahel, que le Mali a plus ou moins abandonné pour les raisons que l'on sait. Mais il faut aussi se dire que quelque part, c'est comme si il y a l'histoire qui se répète. On se rappelle qu'aux premières années, enfin juste avant les indépendances, il y avait les projets de fédération du Mali, entre le Sénégal, le Soudan, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, et le Dahomey, actuel Bénin. Il y avait également le Conseil de l'Entente, avec la Côte d'Ivoire et les autres pays autour. Par conséquent, je pense que quelque part, c'est au plus un balbutiement de l'histoire, c'est vrai, mais il y a également une réalité du contexte actuel qui s'impose. Il est vrai que quelque part, la lutte contre le terrorisme n'a pas encore donné les effets escomptés, mais les pays aussi ont senti la nécessité de mutualiser leurs forces, on l'a dit, pour mener, en tout cas de manière plus efficace, cette lutte-là. Prenons un peu le cadre que représentait le G5 Sahel, qui a plus ou moins failli, on l'a vu. Le Burkina Faso a perdu pratiquement 40% de son territoire. Et cette mutualisation des forces, si éventuellement elle était menée à bon port, on ne parle pas de fédération pour le moment. Il est évident que certains parlent même d'utopie, mais en réalité, ce serait même contre les intérêts de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 15 pays, 15 États, avec donc une charte bien définie, mais en même temps, les 3 pays que représentent le Mali, le Burkina Faso et la Guinée représentent pratiquement 1 700 000 km² et 60 millions d'habitants. Ce serait quelque chose qui serait vraiment à l'encontre de donc l'esprit communautaire. Par conséquent, je pense que ce qui a été donc esquissé entre le Mali et le Burkina Faso peut être considéré comme une volonté pour les deux États d'être d'abord plus proches, c'est vrai, on l'a dit, mais en même temps de se prémunir contre d'éventuels lendemains sombres. Parce que quelque part, la lutte contre le terrorisme reste encore l'élément déterminant. Et malheureusement, la CEDEAO se cramponne toujours sur les aspects de politique. On parle de, bon, c'est vrai, la charte de la bonne gouvernance et de la démocratie. Et aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme que vous venez de soulever tout à l'heure aujourd'hui, beaucoup de choses en commun entre le Mali et le Burkina. Ce sont deux pays aujourd'hui qui font face à cette menace terroriste, deux pays qui ont perdu une bonne partie de leur territoire à cause de l'avancée de ces groupes armés. Deux pays également dont les relations ne sont plus aujourd'hui au beau fixe avec la France, l'ancienne métropole. Également deux pays qui davantage se rapprochent aussi de la Russie. Certains même accusent aujourd'hui le Burkina de commencer à abriter le groupe ou les paramilitaires russes appelés Wagner, ce que le gouvernement burkinabé ne confirme toujours pas. Est-ce qu'aujourd'hui ce rapprochement avec la Russie pour les deux pays également ne confirme pas davantage en effet cette lutte-là contre cette volonté manifeste de vouloir lutter ou bien de vouloir éradiquer la menace terroriste dans leur pays? En réalité, la région est sujette en tout cas à, disons, des enjeux géostratégiques. C'est vrai que la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des 3 pays est intervenue 2 jours après donc la visite de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Et certains ont considéré que quelque part, comme Lavrov également avait promis en tout cas un appui de la Russie, en tout cas pour les pays du Sahel et même ceux du Golfe par rapport donc à la lutte contre le terrorisme, il est évident qu'il y a d'autres aspects qu'il faut considérer. Maintenant, on l'a vu, il y a un recul quand même de la présence française qui s'explique par le fait qu'au Mali, Barkhane
c'est plus ou moins, disons, redimensionné. Barkhane n'est plus au Mali. Au Burkina Faso, les forces spéciales sont sorties. Par conséquent, de Sabre sont sortis du Burkina. Par conséquent, il y a comme un appel d'air. Et je pense que la Fédération de Russie, qui a commencé en tout cas à montrer... L'accord de défense également qui liait depuis 1961 la France au Burkina a été contesté et la France a un mois également pour retirer son personnel militaire dans les administrations burkinabées. Parfaitement, mais en fait, il s'agit beaucoup plus, disons, d'une ouverture de la coopération militaire à d'autres acteurs qu'un déni de la présence française. Parce qu'il ne s'agit pas, certains parlent de sentiment anti-français, mais en réalité, c'est parce que... Mais Karim, restons sur ce point. S'il s'agit juste d'une ouverture, a-t-on ce besoin aujourd'hui de faire partir Sabre, de contester l'accord qui liait le Burkina à la France depuis 1961 et tout? Est-ce que cela ne semble pas plus être une rupture ou qu'un besoin d'ouverture? Oui, mais en réalité, c'est parce que sur le terrain, il y a une réalité évidente. Les autorités burkinabées ont senti effectivement qu'ils étaient en train de perdre du terrain. Je rappelais que 40% du territoire du Burkina Faso était donc occupé par des groupes, disons, terroristes. Et en même temps également, Sabre n'était pas tellement présent sur le terrain. Et les pertes en vies humaines s'accentuent également. Donc il y a tous ces aspects qu'il fallait voir. Et de ce point de vue-là, le passage donc du ministre russe des Affaires étrangères est venu en fait comme une bouffée d'oxygène pour ces pays-là. Et cher, lors du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les 3 pays ouest africains ont plaidé pour leur réintégration dans l'UA et pour la levée des sanctions de la CEDEAO. Mais rien, les sanctions restent maintenues et la CEDEAO a même décidé d'imposer aujourd'hui une interdiction de voyager aux membres du gouvernement, c'est-à-dire de leur gouvernement et autres fonctionnaires des 3 pays. Quelle lecture portez-vous aujourd'hui sur cette décision ou bien ces décisions de l'instance intercontinentale? Par rapport à cette décision. Et de l'instance sous-régionale également, puisqu'il y a eu un sommet extraordinaire aussi de la CEDEAO qui s'est tenu à l'occasion de ce sommet d'Addis Abeba. Donc il y a des ramifications avec la CEDEAO et l'Union africaine, parce que c'est l'instance sous-régionale et l'instance continentale. Donc c'est normal qu'il y ait des ramifications. Donc cela vous montre tout simplement que cette rencontre tripartite qui était vraiment initiée par ces 3 pays-là, d'abord le premier volet concernait tout simplement la diplomatie, faire de telle sorte que... Donc ça veut dire tout simplement que ces pays n'excluent pas un dialogue avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, pour revenir au niveau de ces instances. Donc il appartient maintenant à ces instances de revoir peut-être leur copie. Parce que la CEDEAO, on est en train de le critiquer en Afrique, on est en train de critiquer aussi l'Union africaine par rapport aux différents problèmes qui existent sur le continent africain. Même si je peux vraiment sortir de ce sujet pour entrer par rapport à ce qui se passe en Tunisie, regardez la réaction tardive de l'Union africaine. Donc pour vous dire que nos organisations, que ça soit continentale ou régionale, je pense qu'il est temps qu'ils revoient leurs copies et leurs textes par rapport à certaines situations que vraiment le continent africain est en train de vivre. Sanctionner le Mali, sanctionner la Guinée et le Burkina, quel impact, quel effet ça va avoir sur les relations entre nos États-là? Quel impact ça va avoir sur l'organisation régionale qu'est la CEDEAO? D'abord, la CEDEAO a un problème... Et on reste avec ce point, cette nécessité dont vous parlez de revoir leur copie. Et sur ce point-là, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage accompagner ces initiatives-là qui sont en train d'être menées par ces pays, à savoir le Mali, le Burkina et la Guinée, pour aller vers des transitions ou bien pour essayer de sortir de cette situation, plutôt qu'à chaque fois aujourd'hui d'imposer des sanctions? Effectivement, il faut essayer d'accompagner ces États-là par rapport à ces situations, parce que tous ces 3 États connaissent des coups d'État militaires. Et certes, nous le souhaitons, le retour des civils au pouvoir. Mais pour cela, il faut avoir vraiment un esprit critique et prendre un peu de recul par rapport à cette situation et essayer d'accompagner et de comprendre aussi ce qui se passe dans ces pays. Parce que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas quelque chose de facile. Le Mali est traversé par une crise qui vraiment menace la sécurité de l'État. Donc il est assez important qu'on puisse vraiment accompagner le régime de transition malien pour qu'il puisse vraiment rendre le pouvoir aux civils, certes, mais aussi comprendre la sensibilité, le problème sécuritaire qu'il existe dans ce pays-là. C'est le même cas pour le Burkina et la Guinée. Maintenant, les sanctionner ces 3 pays-là, est-ce que ça va avoir l'effet escompté? Est-ce que ça va avoir ce qu'on vraiment attendait de l'organisation sous-régionale? Maintenant, moi, l'autre impact que je vois, c'est qu'en sanctionnant ces 3 pays-là, on risque de sanctionner peut-être le Sénégal, la Mauritanie et les autres pays, la Côte d'Ivoire. Parce que le corridor Dakar-Bamako transportait pratiquement des milliards. Certes, il y a eu peut-être une levée partielle
essentiel de ce corridor-là, mais on a vu que implicitement, cette réunion tripartite, les sanctions, durant les sanctions aussi, ces sanctions ont beaucoup bénéficié également à la Guinée, puisque une bonne partie du transit qui se faisait entre le Mali et Dakar se faisait plus maintenant entre Bamako et Conakry. Effectivement, donc c'est pourquoi ces pays-là, Bamako et Conakry, on parlait même de corridor. Donc il y avait le corridor Dakar-Bamako, le corridor Abidjan-Bamako. Maintenant, il va y avoir un autre corridor, Conakry et Bamako. Et si ce corridor vraiment venait à naître, cela menacerait les intérêts économiques peut-être du Sénégal. Donc pour dire qu'on est en train de sanctionner certes ces pays-là, mais implicitement ces pays sont en train de trouver des pare-feux qui va leur permettre de vraiment coopérer, de pouvoir s'en sortir. Et par rapport au retour des civils au pouvoir dont vous avez parlé tout à l'heure, un pays comme le Mali, dans un pays comme le Mali, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a reçu une première mouture aujourd'hui de la proposition de constitution. Une date reste à être définie aujourd'hui pour le référendum, ce qui est une étape importante aujourd'hui pour aller vers un retour des civils au pouvoir au niveau de ce pays qu'est le Mali. Et Karim, pour le Mali, la Guinée et le Burkina, ce front commun va permettre de développer ensemble des projets communs concrets tels que l'approvisionnement en hydrocarbures et en électricité, le développement du commerce et des transports à partir du port de Conakry, l'organisation commune aujourd'hui de chemins de fer reliant les trois capitales ou encore la construction de nouvelles routes. N'est-ce pas là aussi des projets trop ambitieux aujourd'hui pour des pouvoirs de transition? Non mais écoutez, je pense que ce sont des projets concrets, mais c'est le financement qui risque de poser problème. C'est pourquoi je parle de projets trop ambitieux pour des transitions, si l'on sait qu'ils ont également la lourde tâche de refaire des constitutions, refaire des codes électoraux et d'organiser des élections pour laisser la place à des civils. Non, pas des projets trop ambitieux pour des gouvernements parce que c'est là où le bas blesse. En réalité, c'est vrai que la CEDEAO n'est pas exempte de reproches, mais il y a aussi une effectivité des sanctions qui a quand même montré ses limites quelque part. C'est vrai qu'en 1999, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, la CEDEAO avait sanctionné ce pays-là quand il y a eu donc le coup d'État de Robert Guèye, et on a pu voir qu'effectivement cette sanction avait quand même eu des résultats probants. Maintenant, pour le cas donc de ces trois pays, ce sont des transitions en cours. Effectivement, on demande qu'on ait un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal, mais quelque part également, ces pays ont toute la latitude pour apprécier ce qu'il y a de bon pour les peuples. Parce que quelque part, les populations n'attendent pas. Il ne faut pas attendre le grand soir pour voir donc sortir des projets. Mais dans tous les cas, je pense que quelque part, la CEDEAO doit revoir sa copie. Parce qu'on a parlé un peu de ce que peut représenter donc cette union, donc union sacrée, quelque part, de ces trois pays, qui va représenter un bloc. 1 700 000 km², c'est pratiquement 2 fois plus que le Nigeria, 900 000 km². Ce sera certainement un espace qui va gêner plus ou moins des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Mais de toute façon, c'est même l'existence de la CEDEAO qui sera remise en jeu. Par conséquent, je pense qu'il y a toujours une façon aussi bien pour ces trois pays d'apprécier un peu l'avenir proche, mais également à la CEDEAO de revenir un peu sur tout ce qui a été dit pour qu'on puisse véritablement, dans le cadre communautaire, redéfinir donc les différents axes de développement qui ont été déjà pensés. Parce que quelque part, quand ces pays pensent à effectivement faire en sorte qu'il y ait donc des infrastructures, qu'il y ait des routes à construire, donc un port à aménager, Conakry et autres, pour donc faciliter les échanges, il y a effectivement dans ce point de vue certainement disons une menace même pour le reste de ce qui est la CEDEAO. Par conséquent, il y a toujours quelque part un point d'achoppement qu'il faudrait essayer de trouver rapidement pour ne pas aller vers cette extrémité. Les pays ont le droit, de par leur souveraineté, de définir ce qui semble bon pour leur économie et pour leur population, mais en même temps, il ne faut pas aussi tirer la corde trop loin. Et de tels projets aujourd'hui, tout aussi ambitieux entre ces trois, si cela venait à se concrétiser, quel impact cela pourrait avoir sur les économies aujourd'hui de ces pays, durement affectés aujourd'hui par différentes situations qu'ils ont dû traverser, que ce soit la Covid, que ce soit les conséquences de la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ou bien même la situation sécuritaire auxquelles ces pays font face, ou encore les sanctions de la CEDEAO. Oui, d'abord, Daouda, on sait que tous ces pays du Sahel sont traversés par un problème sécuritaire. Maintenant, comment répondre à ce problème sécuritaire-là? D'abord, il faut agir sur l'économie des habitants.
dans ces diverses régions-là où les terroristes sont en train de faire le bamboula, regardez ce qui se passe. Il y a une pauvreté extrêmement grave qui se passe dans ces régions-là, que ce soit au Burkina ou au Mali. D'abord, je pense que ces pays doivent mettre en place des politiques publiques de développement qui vont permettre aux habitants, aux jeunes, aux femmes qui sont dans ces zones-là, de pouvoir bénéficier des retombées de leurs ressources, de pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins. Cela va les permettre de pouvoir vraiment ne pas être attirés par ces groupuscules qui leur proposent peut-être un salaire et leur donnent des armes pour aller attaquer des villages ou amener des problèmes ethniques entre différentes ethnies. Donc tout simplement que lorsque ces trois pays vont définir un cadre de réflexion, il faut qu'ils mettent aussi en place des politiques qui vont leur permettre de financer ces zones-là où l'absence de l'État est vraiment notée. Donc, la présence de l'État doit être notée au niveau de ces zones-là, mais aussi vraiment développer ces zones en finançant peut-être les jeunes et en finançant des projets qui vont permettre... Karim avait commencé à en parler tout à l'heure aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une fédération d'États. Mais cette mutualisation des forces, est-ce qu'elle ne va pas davantage rendre la tâche compliquée aussi à l'instance sous-régionale, à savoir la CEDEAO? Ça peut rendre la tâche compliquée à l'instance sous-régionale qu'est la CEDEAO, mais comme l'a dit le doyen aussi, les États ont la liberté de définir les politiques économiques, sécuritaires. Moi, je parle toujours de sécurité collective. Quand je parle des pays du Sahel, quand je parle de ces pays-là qui sont au niveau du Sahel, qui sont confrontés à ces problèmes-là, je ne dis pas qu'il faut se fédérer pour définir une politique sécuritaire collective, mais en étant des États souverains, ils peuvent définir des mécanismes qui vont leur permettre d'échanger par rapport à ces problèmes sécuritaires-là qui gangrènent définir des mécanismes qui vont leur permettre d'échanger davantage sur ces questions sécuritaires, mais aussi miser davantage sur le développement pour endiguer la menace sécuritaire. Un autre pays fait face à cette menace sécuritaire et ce pays vient d'élire un nouveau président. Il s'agit du Nigeria où Bola Tinubu a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 25 février dernier. Aujourd'hui, quel défi attend ce nouveau président du Nigeria? Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Cher Sadibou Ndiaye, quel regard aujourd'hui ou quelle lecture faites-vous des résultats issus du scrutin du 25 février dernier au Nigeria? Vous savez, Daoud, ces résultats reflètent la renaissance de la vitalité démocratique du Nigeria. Parce qu'on sait que, certes, le Nigeria est une puissance continentale, une puissance émergente, mais le Nigeria aussi a été traversé par des crises comme la guerre au Biafra, avec Boko Haram aussi qui mène des exactions un peu partout dans le pays. Mais ces élections présidentielles montrent qu'il y a une vitalité démocratique. Tout d'abord parce que Buhari avait fait savoir à tout le monde qu'il n'allait pas se représenter, il n'allait pas chercher à avoir un troisième mandat. D'abord, ce qui est quelque chose de salutaire au niveau continental, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique est gangrénée par ces présidents-là qui veulent faire plus de 2 mandats. Donc, si on en revient au Nigeria, les résultats montrent que vraiment, il y a une vitalité démocratique. Et les urnes se sont exprimées et Tinubu, qui est sorti vainqueur de cette présidentielle, même si Tinubu, on le sait, c'est un ancien gouverneur, il a été aussi au poste, il a dirigé certaines fonctions au niveau de ces pays-là. On l'appelle même des fois le parrain. On dit même qu'il fait partie de cette vieille garde nigérienne-là qui ont eu à vraiment diriger les sphères étatiques. Donc cela montre tout simplement cette vitalité démocratique qu'il y a au Nigeria. Maintenant, il y a un chantier qui l'attend. Mais avant d'en venir même au chantier aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'organisation du scrutin? Certains observateurs comme ceux aujourd'hui de l'Union européenne ont dénoncé des manquements notés au courant ou bien en tout cas au cours de l'organisation de ce scrutin. Vous, quelle lecture portez-vous sur l'organisation ou la tenue de ces élections? Par rapport à l'organisation de ce scrutin, on a vu l'Union européenne vraiment faire ses remarques. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les élections en Afrique. On voit toujours qu'il y a eu des manquements, que ce soit au Sénégal, au Mali ou d'autres pays, j'en passe. Il y a toujours des manquements dans nos différents pays-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les élections se sont bien passées sur l'ensemble du territoire. Tout le territoire était couvert pratiquement par les autorités nigériennes concernant ces élections-là et la démocratie s'est exprimée. Et vraiment, ce qu'il faut retenir aussi, ce qui est important de savoir, c'est que le Nigeria a montré vraiment l'exemple au niveau continental et au niveau ouest-africain. Et Karim, le vainqueur Bola Tinubu invite Atiku Abubakar et Obi Peter à venir travailler ensemble pour l'intérêt du Nigeria. Ces deux contestent les résultats. Je rappelle que depuis le retour de la démocratie en 1999 au Nigeria, le pays a organisé 7 élections nationales, quasiment toutes autant pour moi contestées. Qu'est-ce qui justifie ces différentes contestations selon vous? Oui, écoutez, je pense que le Nigeria, déjà, de par son poids démographique, est un cas particulier en Afrique. 200
certains même parlent de 230 millions d'habitants, un corps électoral de 87 millions d'électeurs. Par conséquent, des élections qui ont toujours été, disons, contestées plus ou moins. Mais en réalité, je pense que cette fois-ci, il y a eu un effort évident. On a même parlé d'un système d'identification faciale pour permettre un peu l'identification des électeurs et des procédures de vote un peu plus, disons, transparentes. Par conséquent, je pense que la victoire de Bola Ahmed Tinubu, même si elle peut être contestée par donc, ses colistiers, peut être, disons, considérée comme normale, dans la mesure où, effectivement, c'est une personnalité qui a longtemps pesé dans la vie politique nigériane, en tout cas de ces 20 dernières années. C'était un ancien gouverneur entre 1999 et 2007 à Lagos, et il a été toujours considéré comme un faiseur de roi. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a permis à Muhammadu Buhari d'accéder au pouvoir en 2015 pour son premier mandat. D'où son surnom de Le Parrain. Parfaitement. Donc, quelque part, je pense que de ce point de vue-là, on peut quand même accorder des circonstances atténuantes à la commission électorale, même si, c'est vrai, il y a effectivement des cas de fraude avérés, on l'a dit. Mais Lagos a été remporté par Peter Obi. Par conséquent, je pense qu'il faut aussi comprendre que c'est un vote plus ou moins en fonction de la provenance donc, du candidat. Vous savez que Obi n'a pratiquement pas gagné certains centres du Nord. Lui, il a gagné plutôt le Sud-Est et, disons, Lagos. Et la victoire de Bola Tinubu, c'est surtout joué au niveau du Nord, où il a gagné en masse, d'autant plus que son colistier est aussi un musulman du Nord. Mais est-ce que ces considérations-là, Karim, à savoir ces considérations communautaires, ethniques, ne posent pas problème aussi lors des scrutins au Nigeria? Oui, bien sûr. Bon, ça a toujours gangréné un peu la vie politique au Nigeria. Si vous allez dans des États, vous savez, le Nigeria, c'est 36 États. Vous allez dans les États du Nord comme Kano ou Maïdougouri, il est évident que les électeurs qui sont là-bas ne réfléchissent pas, en fait. Eux, déjà, c'est entre deux partis. All Progress Congress, l'APC, donc le parti au pouvoir de Muhammadu Buhari et de Tinubu actuellement, et l'autre parti, c'est le PDC, le parti d'Atiku Abubakar. Le parti d'Atiku. Donc ce sont les deux partis qui se partagent pratiquement tous les votes, en tout cas au niveau du Nord. Par conséquent, il est très difficile pour d'autres, en tout cas disons, les ethnies, si on peut dire comme ça, du Sud, d'avoir voix au Nord. Par conséquent, avec donc tout ce qu'il y a comme électeurs au Nord surtout, c'est pratiquement, si vous voulez, presque 60% de l'électorat. C'est important. Et cela contribue effectivement à cette dualité entre donc les deux partis, l'APC et donc le CDP. Et cher, selon la commission électorale INEC, Bola Tinubu du Congrès progressiste APC également a cumulé plus de 8,8 millions de voix, soit 36% des suffrages exprimés dans un discours tenu à Abuja. Tinubu s'est adressé aux Nigérians en ces termes, je le cite: « Je vais travailler nuit et jour pour vous, surtout les jeunes. Je vous demande de nous rejoindre pour que nous puissions commencer à reconstruire ensemble notre foyer national. » Aujourd'hui, quel chantier attend le nouveau président pour cette reconstruction du pays selon vous? Vous aviez tout à l'heure commencé à vouloir développer sur les chantiers. Oui, par rapport aux chantiers, on sait que le Nigeria est une puissance émergente. Le Nigeria fait partie de ces pays africains qui vraiment sortent du lot, même malgré que le pays est frappé par une crise économique depuis la pandémie de la Covid-19, une crise endogène, aussi avec les problèmes liés au pétrole, aux hydrocarbures depuis 2014. Donc les hydrocarbures posent problème aussi au niveau du Nigeria. Et le pays aussi dépend vraiment de cette manne pétrolière-là. Donc au niveau des taxes internes au niveau du pays, on sait que l'économie nigérienne dépend trop vraiment de cette manne pétrolière-là. Maintenant, les chantiers qui attendent le président par rapport à ces domaines économiques-là, c'est de redresser la croissance économique du Nigeria. Parce que cette croissance économique, elle était vraiment tombée au plus bas lors de ces dernières années-là. Maintenant, il appartient au nouveau président d'essayer de mettre en place des politiques qui vont permettre de relever ce taux de croissance-là, mais aussi ne plus dépendre carrément de cette manne financière-là qui vient du pétrole, parce que cette manne financière permettait de financer pratiquement les
politiques publiques, mais il faut qu'ils mettent en place d'autres politiques qui vont permettre de tirer des taxes, parce qu'on sait que le Nigeria n'est pas assez dépendante des taxes internes qu'il tire au niveau de ses entreprises. Le Nigeria dépend plutôt des taxes tirées du pétrole, donc de cette manne financière-là qui vient du pétrole. Donc tout simplement pour dire que les chantiers qui attendent le nouveau président, il faut aussi y mettre le problème sécuritaire, parce qu'on sait que c'est un géant au pied d'argile. Pourquoi je parle de géant au pied d'argile? Le Nigeria a une puissance continentale, même militaire aussi, après l'Égypte et vraiment l'Afrique du Sud. On sait que le Nigeria, militairement, elle est assez puissante, mais il y a Boko Haram qui vraiment pose énormément de problèmes. Et on revient tout à l'heure sur Boko Haram. On reste avec son discours aujourd'hui où il a appelé les jeunes à venir les rejoindre aujourd'hui, à travailler avec eux. Cela se comprend parce qu'au Nigeria aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent plus trop à la politique, surtout ne s'engagent pas en tout cas avec le parti au pouvoir ou bien l'opposition, puisque c'est des gens qu'ils considèrent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme la vieille garde. Comment aujourd'hui aussi comment aujourd'hui le président Tinubu pourrait réconcilier la jeunesse nigériane avec la politique ou avec la gestion de la chose publique? Vous savez, Daoud, c'est le mal même de la jeunesse africaine, parce que la plupart des jeunes du continent ne s'identifient plus aux dirigeants politiques et même aux politiques qu'ils mettent en place. On a vu ces vagues migratoires qui traversent le Sahara pour aller mourir dans le désert en essayant de traverser vraiment pour rejoindre l'Europe. Donc il est temps qu'au Nigeria, que le nouveau président, qui malgré qu'il a eu à trouver sur place des chantiers qui ont été peut-être lancés par Buhari, malgré que Buhari aussi a échoué sur plusieurs plans, surtout au niveau de la jeunesse, c'est ce qui a inspiré même Tinubu lors de ce discours-là de parler de faire revenir cette jeunesse-là, de s'intéresser à la chose politique, à la chose économique par rapport au devenir du Nigeria. Sinon, le pays risque vraiment d'aller vers une autre direction qui n'est pas vraiment le développement. Donc il est important de mettre en place des politiques publiques qui vont permettre aux jeunes de se retrouver au niveau du Nigeria, de pouvoir avoir des emplois décents qui vont leur permettre de vraiment vaquer à leurs occupations et de financer les projets au niveau de ces jeunes-là. On sait que le Nigeria regorge de milliers et de milliers de jeunes. C'est ce qui est remarqué même au niveau du continent africain, parce qu'on sait que même ici au Sénégal, au Mali, il y a cette effervescence, il y a cette nouvelle génération qui est en train de naître. Maintenant, il appartient aux États de mettre en place des politiques qui vont leur permettre d'orienter ces jeunes et de préparer leur employabilité d'ici quelques années. Sinon, on risque d'aller vers d'autres dérives qui vont vraiment poser problème au niveau du continent. Et Karim, sur le plan sécuritaire, le Nigeria fait face depuis 2009 à l'insurrection du groupe armé terroriste Boko Haram, particulièrement présent aujourd'hui dans le nord du pays, des États comme Maïdougouri que vous avez cité tout à l'heure. L'expansion de ce groupe est soutenue également par la montée de la criminalité due à la pauvreté croissante et même des conflits locaux notés dans certaines régions du pays, des conflits qui lient des ethnies ou bien même des personnes de religions différentes. Aujourd'hui, Tinubu saura-t-il réussir là où Buhari a peiné? Puisqu'on sait que la question sécuritaire, malgré toutes les actions et initiatives menées par Buhari, le problème reste entier quand même au Nigeria. Oui, en fait, les défis sécuritaires s'étendent même au-delà du nord du Nigeria, au-delà donc du bassin du lac Tchad. En réalité, l'insécurité est un peu partout. On a parlé de 10 000 morts l'année dernière. Par conséquent, je pense que c'est l'un des grands défis, effectivement, de Bola Ahmed Tinubu. C'est vrai que Buhari, de ce point de vue-là, a été beaucoup critiqué, un peu par rapport, disons, aux insuffisances qui ont été notées un peu dans la lutte contre le terrorisme. Mais il faut également, à sa décharge, reconnaître que Boko Haram a mené, disons, une guerre assez intense. Même avant les élections, un de ces convois avait fait l'objet d'une attaque, un convoi du président Buhari. Exactement. Et également, le décès du maréchal tchadien Idriss Déby Itno a également cristallisé un peu les passions, en tout cas autour de cette région-là. Mais les problèmes d'insécurité au Nigeria viennent surtout, en tout cas, disons, rendre plus complexes tous les autres problèmes qui viennent après. C'est vrai qu'il y a le défi sécuritaire, mais il y a également le défi le plus prégnant, c'est celui de la jeunesse. Le Nigeria, c'est un pays où pratiquement la moitié de la population a moins de 18 ans. Mais il y a surtout également le fait que la manne pétrolière ne répond plus aux besoins du pays. Vous imaginez, en 2012, le Nigeria produisait 2 400 000 barils par jour. En 2015, je pense qu'à l'arrivée donc de Buhari, c'est tombé autour de à peu près 2 100 000. Actuellement, c'est autour d'1 100 000 avec les problèmes, disons, avec le pétrole. Et le Nigeria est même obligé d'importer
ce produit-là. Mais est-ce que ce point que vous soulevez n'est pas, cette situation en tout cas que vous soulevez, n'est pas sur le point de trouver une solution? Puisque ce qui faisait cela, c'est que le Nigeria produisait du pétrole brut, l'envoyait à l'extérieur pour raffinage, et puis ça, on venait le lui revendre dans son propre pays. Et actuellement, aujourd'hui, un Nigérian comme Dangote a mis sur pied, a lancé l'une des, ou bien la plus grande même raffinerie aujourd'hui sur le continent africain. Est-ce que cela ne pourrait pas constituer un début de solution par rapport à cette question de la gestion du pétrole et au-delà également la diversification aussi de l'économie nigériane, puisque c'est une économie très dépendante aujourd'hui des ressources issues du pétrole. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que le pétrole finance d'autres secteurs aujourd'hui pour permettre aux Nigérians de ne pas trop être dépendants seulement au pétrole? C'est vrai, il y a des efforts évidents. Mais il faut attendre l'effectivité, en tout cas, de ces infrastructures-là. Parce que c'est vrai que des financiers, des opérateurs économiques comme Dangote, Aliko Dangote, sont en train de faire quelque chose, mais il est évident que pour le moment, en tout cas à court terme, il n'y a pas encore de solution effective à cela. Et il s'ajoute le problème de la dette publique. La dette publique a atteint des proportions considérables. Imaginez-vous également, je reviens toujours à mais la dette nigériane est toujours modérée, même si le Nigeria est beaucoup endetté, mais sa dette reste toujours modérée par rapport à d'autres pays africains. On le dit, mais oui, d'accord, mais prenons à l'échelle du pays, du Nigeria. En 2012, la dette publique était autour de 49 milliards de dollars. En 2015, autour de 60 milliards de dollars, et actuellement, il dépasse 100 milliards de dollars. Vous savez, même si elle est modérée un peu par rapport à la taille du pays, par rapport donc en tout cas aux perspectives, même si elle est acceptable, il faut dire qu'en fait c'est un danger, c'est une menace. C'est quand même un risque que cela fait courir au pays. Cher, comment faire efficacement aujourd'hui faire face efficacement à la menace terroriste au Nigeria? Puisque c'est un problème aujourd'hui qui a été difficile en tout cas pour le président Buhari durant ses 2 mandats, malgré tout ce qu'il a eu à poser comme action, le problème reste toujours entier. Comment efficacement faire face à cette menace terroriste aujourd'hui, accentuée aussi par ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad? Karim l'a rappelé tout à l'heure. D'abord, tout à l'heure, je l'ai rappelé, le Nigeria, certes, c'est une puissance économique continentale, mais aussi c'est une puissance militaire. On sait que le Nigeria fabrique des armes, le Nigeria est doté d'une industrie militaire qui lui permet de satisfaire ses besoins en matière de munitions, mais aussi en matière d'armement. Mais maintenant, on n'est plus dans une guerre conventionnelle. Parce qu'une guerre conventionnelle, c'est un État contre un État ou un État contre une rébellion ou d'autres aspects-là. Maintenant, on est en train de lutter contre le terrorisme. Le Nigeria lutte contre le terrorisme. Et les terroristes, leurs moyens d'action sont divers. Les terroristes font des attaques ciblées. Les terroristes attaquent des villages, des villes, ça dépend. Et surtout les enlèvements. Le Nigeria fait face à beaucoup de cas d'enlèvement aujourd'hui. Il y avait l'enlèvement même de ces femmes-là. Les femmes de Chibok, les lycéennes beaucoup de Chibok. femmes, effectivement. Donc, pour vous dire tout simplement que le Nigeria est en train de... L'actuelle équipe gouvernementale doit essayer de mettre en place une autre politique qui va être adaptée par rapport à cette lutte contre le terrorisme. Parce qu'au niveau international, on a vu que ce soit les Américains, les Français, ils ont mis du temps à étudier comment vraiment se passe le système qu'utilisent les terroristes pour attaquer un État. Jusqu'à présent, il n'y a pas un système clairement défini, mais il y a des vraiment prouesses, des avancées qui ont été notées. Donc le Nigeria doit, au niveau continental, essayer de collaborer. Mais un partage d'expérience aujourd'hui entre ces pays, que ce soit ces pays du Nord ou bien des pays africains qui font face à la menace, est-ce que cela ne pourrait pas constituer un début de solution? Ce partage d'expérience-là par rapport à cette question. Effectivement, cela pourrait servir de début de solution parce qu'on a vu l'armée tchadienne a beaucoup d'expérience par rapport à cela. Même l'armée malienne actuellement, avec leur conseil militaire, contacte peut-être le groupe Wagner, mais ce qui est important, c'est de savoir que peut-être l'armée malienne a acquis assez d'expérience par rapport aux positions terroristes. Donc le Nigeria doit, de manière continentale, voir les États voisins, essayer de voir les méthodes qu'utilisent ces États-là pour lutter contre ces terroristes. Maintenant, cela ne veut pas dire aussi que le Nigeria ne doit pas définir sa propre politique sécuritaire pour faire face à ces groupuscules. Parce que Boko Haram, on sait que pour l'instant, ils sont au niveau peut-être du bassin du lac Tchad, et ils agissent aussi au niveau du Nigeria, mais ils n'ont pas encore une visée assez continentale pour faire le maillage du continent africain. Donc pour l'instant, il faut les cibler. Mais ces groupes terroristes également, chers, sont des groupes qui évoluent. Aujourd'hui, je donne l'exemple de ce qui se passe au Sahel. Avant, c'était une menace qui était dans la région Sahel. De plus en plus, elle a évolué et va vers le golfe de Guinée. Et la même chose risque également de se passer avec l'évolution de la menace du Nord vers le
le bassin du lac Tchad et d'autres régions même de Effectivement, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que Boko Haram, on sait que Boko Haram n'a pas assez de tentacules pour l'instant. Donc il faut l'étouffer. Par rapport à ces positions, il faut essayer de mettre en place des systèmes, des politiques militaires qui vont permettre d'étouffer même Boko Haram. Boko Haram est né, maintenant Boko Haram commence à grandir. Maintenant, comme vous l'avez dit, si on ne fait pas attention, Boko Haram risque de sortir, de grandir. Maintenant, il faut essayer de l'étouffer par rapport à ses positionnements. Et dans ce cas-là, il faut accompagner le Nigeria. Il faut que les pays du Nord, même aussi les pays du Sud, puissent aider le Nigeria par rapport à cela. Parce qu'il est important de savoir que le terrorisme maintenant n'est plus lié à un seul pays. Le terrorisme évolue, le terrorisme est international. Les terroristes aujourd'hui ils frappent dans ce pays, demain ils vont s'allier avec d'autres pays. On a vu l'État islamique en Syrie, comment l'État islamique s'est dispersé, Irak, ainsi de suite. Donc on a vu comment ces groupuscules ont pu vraiment s'immiscer dans d'autres États pour poser des actes terroristes. C'est pourquoi je parle il faut essayer d'étouffer ce Boko Haram-là. Le Nigeria, avec ses partenaires militaires, que ce soit les pays africains ou les pays... Et parmi ces solutions, on pourrait également miser sur des solutions économiques. Puisque vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse du Nigeria, plus de 60% de la population nigériane est constituée de jeunes. Pour éviter aujourd'hui aussi l'endoctrinement de ces jeunes vers l'extrémisme violent, miser également sur une meilleure situation de ces jeunes pourrait aussi constituer une solution. Effectivement, parce qu'on sait qu'aussi le Nigeria, malgré que c'est une puissance, est aussi frappé de plein fouet par la pauvreté. Il y a beaucoup de régions au Nigeria où on sait que vraiment la pauvreté est galopante. Beaucoup de régions au Nigeria où les jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes n'ont pas d'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il appartient maintenant à l'État de mettre en place des politiques publiques au niveau de ces régions-là, parce qu'on ne peut pas comprendre des régions où il y a une manne pétrolière qui sort de ces zones-là et que les populations qui vivent dans ces régions-là n'ont même pas d'eau potable pour vraiment subvenir à leurs besoins. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas vraiment de besoins, des choses primaires qui peuvent permettre aux populations d'accéder à ce développement-là. Parce que je l'ai toujours dit, le développement, c'est satisfaire les besoins primaires. Lorsqu'un État arrive à satisfaire ces besoins primaires-là, qui sont l'éducation, la santé et vraiment le pouvoir d'achat, et permettre aux jeunes de trouver de l'emploi, cela va peut-être contribuer à éradiquer progressivement ces phénomènes qui attirent ces jeunes-là à intégrer ces groupes terroristes. Et si l'on reste sur ce plan, Karim, l'économie nigériane semble être à genoux. Elle a subi le choc de la crise sanitaire en 2020. Je veux bien sûr parler des effets de la pandémie de Covid-19, les retombées également de la guerre en Ukraine de 2022, les stigmates du choc pétrolier. Nous avons tout à l'heure parlé de cette question-là. Comment aujourd'hui le pays est dépendant aujourd'hui au pétrole. Donc chaque choc pétrolier à travers le monde impacte durement également le Nigeria. La croissance également a été durement affectée par ces différents chocs, aussi qu'exogènes qu'endogènes. Comment aujourd'hui faire face à ces difficultés économiques qui ont été davantage exacerbées par ces chocs que j'ai cités tout à l'heure? C'est vrai, mais bon, je voudrais aussi préciser une chose. Allez-y. Au plan sécuritaire, il n'y a pas que Boko Haram ou les donc groupes terroristes qui sont au niveau du Nord. Il y a également le phénomène de la piraterie maritime. Donc il y a donc des groupes organisés au niveau donc du Golfe de Guinée vers Port Harcourt et autres qui s'adonnent un peu à des pratiques de trafic illicite déjà et d'attaques ciblées contre donc des compagnies étrangères, on l'a vu, ou bien contre même des bateaux étrangers. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'il faudrait régler aussi un autre problème qui a une emprise très en tout cas importante sur l'économie nigériane, c'est le phénomène de la corruption. On l'a dit, même le président actuel, Bola Ahmed Tinubu, qui vient d'être élu, il a été accusé de corruption, mais je précise que ce soit aux États-Unis ou au Nigeria, jamais les preuves n'ont été apportées de son implication dans ces affaires de corruption. Voilà, mais de toute façon, la classe politique nigériane est plus ou moins, disons, accusée un peu de tous les péchés d'Israël, même si, effectivement, l'économie nigériane est connue pour être, en tout cas, en tout cas, ouverte à ces phénomènes donc, de corruption. Donc c'est le premier point important sur lequel il faudrait effectivement qu'on s'attarde un peu. Mais il y a des aspects économiques sur lesquels je pense que le président nouvellement élu doit s'attarder. C'est faire en sorte que déjà, au niveau donc des agrégats économiques, qu'il puisse régler le problème, je l'ai dit, de la dette publique d'abord, et faire également en sorte que les hommes d'affaires nigérians soient davantage associés à la gestion des affaires économiques. Parce qu'on se rend compte quelque part qu'il y a toujours une dualité entre les politiques et les financiers
qui ne trouvent pas toujours, disons... Et l'on reste sur ce point, Karim, que vous êtes en train de développer. Bola Ahmed Tinubu, le président nouvellement élu, a assuré que ses priorités de président seraient la sécurité et la reprise économique. Et nous en avons parlé tout à l'heure. Ce sont surtout les grands défis aujourd'hui qui attendent le nouveau président nigérian. Est-ce à dire aussi que ce nouveau président est conscient aujourd'hui des enjeux et de ce qu'il attend en tant que nouveau chef de ce pays? Effectivement, en tant que le président du Nigeria, il est conscient des problèmes que rencontre son pays. Parce que le doyen l'a dit tantôt, la dette au Nigeria est en train de vraiment progresser. Parce qu'aujourd'hui, elle est à hauteur de 28%, malgré que pour les pays émergents, on peut tolérer jusqu'à 50%. Donc, il est assez important de mettre en place une politique qui va vraiment freiner cette dette-là ou trouver un autre mécanisme qui va leur permettre de vraiment savoir gérer cette dette-là. Donc, c'est pourquoi le président mise sur cette politique économique, mais aussi sur cette politique sécuritaire qu'on a citée tout de suite, parce qu'on sait que le Nigeria est frappé de plein fouet par ce groupe terroriste Boko Haram. Le Nigeria réagit tant bien que mal pour trouver des solutions face à ce groupuscule qui est en train de déstabiliser le pays. Mais cela montre aussi que le Nigeria a un leadership. Le Nigeria a un leadership continental parce que ces élections, le discours même du président va permettre aussi aux autres chefs d'État africains de se rendre compte qu'au Nigeria, il y a une transition, malgré qu'il y a eu des contestations au niveau de ces élections, mais il y a une transition démocratique qui a permis à un homme qui a fait ses mandats de pouvoir céder la place à un homme. Buhari même l'avait fait compris à ses pairs. Et il avait dit que ce qui lui plaît, c'est qu'il sait qu'au Nigeria, il n'est pas la seule personne qui peut diriger le pays. Il sait qu'il y a d'autres hommes, d'autres Nigériens qui puissent venir à sa place et changer les choses et faire bouger les choses. Et on reste avec ce leadership que vous avez soulevé, Karim. On sent, durant le mandat de Buhari, on n'a pas trop senti aujourd'hui ce leadership diplomatique et politique que l'on connaissait au Nigeria. La plupart aujourd'hui des conflits ou problèmes qu'il y avait dans la région ouest africaine ou sur le continent, on voit le Nigeria qui assurait une certaine diplomatie. Comment faire retrouver au Nigeria cette place? Absolument. Je pense que là également, c'est l'un des grands défis du président Tinubu. Parce que vous savez, vous avez bien fait de le rappeler, Obasanjo, en son temps, avait joué un rôle extrêmement important au niveau de la CEDEAO. Et je pense que c'est ce leadership-là que le Nigeria doit davantage, disons, montrer pour, en tout cas, servir de locomotive au reste du continent. Parce que quelque part, c'est un pays qui a un pied, donc, dans ce qu'on appelle un peu le monde émergent, quelque part, entre guillemets. Mais c'est un pays également qui traîne beaucoup de tard au plan de la gestion des affaires. On l'a rappelé, les affaires de corruption et autres. Mais il est évident que ce leadership économique, politique ou même diplomatique doit d'abord, disons, provenir... Un leadership économique, politique et diplomatique du Nigeria qui doit servir de leitmotiv ou bien de locomotive plutôt pour tirer d'autres pays africains vers le développement. Malheureusement, Karim, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Daouda. Merci également à M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci également d'avoir été avec nous. Merci Daouda. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.